Aujourd'hui, je comptais vous parler des malades difficiles, mais à dire vrai, je me suis dit qu'il fallait peut-être étendre la situation à l'intersubjectivité dans son ensemble, ce qui se passe, quoi, c'est-à-dire les situations difficiles, les malades difficiles, mais aussi les soignants difficiles, les psychiatres difficiles, les étudiants difficiles. Qu'est-ce qui est difficile en psychiatrie? Alors bien sûr, ce qu'on apprend tous, ce qui nous inquiète quand on est étudiant en médecine jeune, c'est les diagnostics difficiles. Ne diffère pas vraiment des diagnostics difficiles en médecine. L'étudiant en médecine, le jeune médecin a tout le temps l'impression qu'il y a des diagnostics passionnants, difficiles à repérer, des choses cachées dans l'organisme, dans le soi, des choses qui peuvent être confuses et on fait forcément des erreurs. Il y a parfois des difficultés spécifiques, c'est vrai, ça, tout particulièrement pour la psychiatrie, où notre intuition peut nous induire en erreur et puis aussi peut-être ce vers quoi nous sommes prédisposés à nous tourner, ce qu'on préfère écouter, ce que l'on ne veut pas entendre, etc. Mais donc, on apprend de ses erreurs en assumant le fait que le diagnostic est de l'ordre de notre responsabilité. On assume la responsabilité de ses erreurs. Et on découvre aussi que souvent, ce que nous montrent les diagnostics difficiles, c'est qu'un psychiatre, c'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, si on peut dire. Il fait toujours un grand écart entre la médecine fondée sur des évidences et une médecine fondée sur des valeurs, qui fait aussi une partie de l'âme de son métier. Donc l'évidence-based medicine ne suffit pas. Et ce que l'on découvre en apprenant au travers des diagnostics difficiles, c'est que l'intuition est importante, elle s'exerce, elle progresse avec l'exercice, et finalement, elle nous aide beaucoup, même si elle est trompeuse. J'aborderai là également la question des malades difficiles et des UMD, les unités pour malades difficiles, dans le contexte dans lequel elles ont trouvé leur fonction et leur existence sur un plan économique, stratégique, politique. Et puis, il faudra bien reconnaître le fait que les malades ne sont pas les seuls à être difficiles et qu'il y a des psychiatres difficiles, c'est en tout cas ce que disent les malades, mais c'est ce que je crois que beaucoup d'entre nous pensons aussi, et il faut peut-être s'interroger sur l'hôpital, le soin, la psychiatrie du point de vue professionnel, la conscience professionnelle. Ce qui est évident, c'est que trop de conscience et pas assez ne font pas bon ménage, que ça crée souvent des difficultés institutionnelles. Il faudra donc aussi aborder les groupes, les systèmes. Et parmi ces groupes, ces systèmes, il y a aussi le système universitaire, le système de notre formation. Et il faut bien reconnaître que les études, en général, sont souvent difficiles. La formation de l'interne est problématique, il y a des professeurs difficiles, et le choix de l'exercice est également très problématique. Tout ça, je crois, doit être pensé un peu comme si ça formait un ensemble. Alors, les diagnostics difficiles. Quelques généralités. J'ai dit au départ qu'ils ne différaient pas des diagnostics difficiles en médecine. Un diagnostic comme celui de la sarcoïdose ou du syndrome des antiphospholipides ou certains cancers sont des diagnostics typiquement difficiles, mais il faut reconnaître qu'en médecine, l'intuition existe aussi, que souvent on a l'impression que les gens ont une sorte de flair clinique, et que ce flair clinique, ce qui va les pousser à certaines investigations paracliniques, à étudier plus particulièrement certains signes plutôt que d'autres, il va les orienter au fond. Le médecin s'oriente aussi avec son flair. Donc l'intuition s'exerce, comme je vous l'ai dit, elle progresse avec l'exercice médical, elle peut s'avérer fausse, et à dire vrai, ce qui caractérise la procédure diagnostique, c'est qu'elle avance toujours dans une sorte d'aller-retour entre l'intuition et la médecine fondée sur des évidences, l'intuition et des signes cliniques objectifs. Et dans tous les cas, le doute est un allié. Il faut prendre en compte ce qui est là, au fond du doute, à la fois des indices, le flair, l'action, les objectifs. C'est en ce sens que le médecin s'apparente un peu à un détective, qu'il avance tantôt comme Sherlock Holmes, tantôt comme Colombo, en faisant partager quelque part à un autre imaginaire ses doutes diagnostiques et la possibilité de se tromper. Apprendre de ses erreurs, c'est certainement la leçon que l'on apprend en médecine. Quand on est vieux et quand on est jeune, c'est la même chose. Et on assume la responsabilité de ses actes et la possibilité de se tromper. En plus, la psychiatrie a des difficultés spécifiques, ça on vous en aura souvent parlé. Il y a un flou conceptuel qui entoure les maladies que la psychiatrie cherche à objectiver.
des choses comme le spectre de la schizophrénie. C'est quoi ce fantôme dont on vous parle, la dissociation, dont Minkowski disait qu'elle était le processus normal de la pensée. En fait, beaucoup de conceptions en médecine psychiatrique relèvent de la philosophie et sont souvent aussi floues qu'elle, ou bien très précises, mais mal employées, ou bien font référence à des concepts qui sont extrinsèques, comme disait Lanteri Loura, c'est-à-dire des théories en psychiatrie qui sont extérieures à la psychiatrie elle-même. Par exemple, des théories linguistiques, la notion de structure, par exemple, ou bien le droit, comme la notion de forclusion chez Lacan. On peut faire toute une série, il y a dans la psychothérapie institutionnelle des notions extrinsèques, il y a aussi dans les thérapies familiales des notions extrinsèques, comme le système, la théorie des systèmes. Et ces théories extrinsèques compliquent certainement le flou conceptuel qui est propre à la psychiatrie. Puis il faut bien reconnaître aussi que nous sommes une discipline très subjective. Il y a un manque d'objectivité si on oppose subjectivité et objectivité. Notre empathie est variable. Le contexte influence beaucoup et on ne retrouvera même pas les mêmes signes objectifs dans des contextes très différents, par exemple comme l'hôpital ou la prison, ou tous ceux qui sont déjà passés au SMPR, par exemple en tant qu'interne, ou dans un service de psychiatrie générale où il y a des malades hospitalisés qui viennent des SMPR, bien, on voit bien que le même comportement prend un sens différent, un sens clinique différent, et qu'il est possible aussi que le malade lui-même oriente sa symptomatologie en fonction du contexte clinique, à savoir des psychiatres et des infirmiers et des médecins, des légistes qui peuvent l'observer. Puis le dernier problème, et celui-là est beaucoup plus spécifique, la nature de la psychiatrie, c'est la porosité des catégories psychiatriques. Finalement, il est difficile en psychiatrie, parce qu'on les relaie difficilement à une seule cause, de placer les pathologies dans des catégories strictement définies. C'est tout le problème qu'a posé la construction du DSM à la suite de la classification de Kraepelin. C'est cette question que les catégories sont poreuses et qu'au fond, on est parfois entre deux catégories où on associe plusieurs catégories à la fois, on passe d'une catégorie à l'autre. Vous connaissez le problème, et c'est vrai que cela fait peut-être la spécificité des classifications psychiatriques. Tout ça, ça renvoie à des choix difficiles qui témoignent du fait qu'un diagnostic évolue dans le temps. Ce qu'il y a de terrible dans les classifications kraepeliniennes, c'est qu'elles ont conçu, par exemple, les pathologies qu'elles étaient censées cataloguer en fonction de la fin. La notion de démence précoce, par exemple, affirme que ce que Bleuler appellera le schizophrène est obligatoirement condamné à évoluer vers la démence. Or, un diagnostic évolue dans le temps, les diagnostics se modifient en fonction du contexte, en fonction de leur possible guérison, en fonction du rétablissement, en fonction de la reprise par le patient de son diagnostic comme quelque chose qui s'approprie, etc. Il est modifié par le contexte des troubles, comme je vous l'ai dit, et aussi l'action elle-même bouleverse les étapes de ce diagnostic. Est-ce qu'il faut commencer par comprendre, par exemple, ou par agir? Est-ce qu'il n'est pas plus utile de répondre des réponses simples avant même de faire le diagnostic, répondre à des besoins primaires, à des motivations, aux urgences qui sont posées par les événements liés à la biographie, au contexte, plutôt que de commencer par un diagnostic, puis par des soins, puis par répondre aux besoins ou au traitement, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire si l'on a envie de traiter les gens dans leur singularité. Alors on fait une première parenthèse. Cette parenthèse, c'est qu'il y a des situations qui sont trop faciles, au fond, en psychiatrie. Et elles sont très trompeuses. D'abord, l'expérience psychiatrique, telle que je viens de vous la définir, est par nature hybride, et ce que vous avez sans doute compris, c'est que les symptômes, c'est quelque chose qui se forme, c'est dynamique. Et donc, il faut certainement opposer à le contexte très catégoriel de l'evidence-based medicine l'idée qu'il y a une dynamique des symptômes, et il faut sans doute aussi intégrer la psychopathologie dynamique telle que Freud l'avait pensée. Il y a un ouvrage qui a été publié d'épistémologie clinique récemment par des internes qui ont fondé leur propre maison d'édition, c'est l'ouvrage de Berrios. Cet ouvrage de Berrios vous parlera très clairement de la formation du symptôme, et son intérêt, c'est qu'il montre que
Dans les situations les plus faciles comme dans les situations les plus difficiles, finalement, le symptôme se construit au niveau comportemental à partir de la reprise d'une espèce de soupe primordiale qui existe déjà au niveau moléculaire, biologique, pour se manifester ensuite au niveau clinique, au niveau du comportement et par rapport à la situation. Quelque part, le cerveau est placé dans une situation qui est anthropologique par nature, écologique par nature, et le cerveau est indissociable du contexte dans lequel il construit la pensée et le comportement. Donc on peut passer du comportement au profil type et à la situation, et savoir que notre expérience psychiatrique va être faite de ce type de problème, même si on n'y pense pas, la plupart du temps lorsqu'on agit. Et cette réflexion épistémologique mène à penser deux situations un peu opposées. En psychiatrie, ce qui semble facile peut devenir problème. Les malades qui nous semblent les plus faciles, finalement, les chroniques, quand on entre dans un service de psychiatrie traditionnel, c'est des patients très faciles, ils ne demandent pas grand-chose. La chronicité, elle est très facile à vivre au jour le jour, pour les soignants, au fond. Et puis, au bout d'un certain temps, elle est quand même très épuisante, fatigante. Pourquoi ? Parce qu'elle a des conséquences. Elle a des conséquences 10 ans après, 20 ans après, 6 mois après. Et cette chronicité qui peut sembler facile, parce qu'elle ne nous demande pas, en apparence, d'action urgente, on peut toujours la remettre au lendemain, eh bien cette chronicité-là, elle semble nous indiquer que finalement lutter est vain, lutter contre elle semble vain, c'est une position de repli, et c'est vrai qu'elle est une position de repli et qu'il ne faut peut-être pas forcément l'abîmer, mais il faut surtout qu'elle nous amène à créer ou à recréer des liens, parce que ce sont les liens qui vont pouvoir nous permettre d'en sortir. À l'inverse, ce qui semble difficile peut devenir fécond. La crise, par exemple. C'est un moment possible de changement et de discernement. Toutes les équipes de crise ont compris que le sens même de la crise, c'est de pouvoir intervenir à un bon moment pour pousser à changer les choses. Il y a un appel au discernement et au changement dans la crise. C'est au fond l'instant de la découverte. C'est dans la crise que tout d'un coup on peut parfois trouver du sens à une situation. Le problème, c'est que si la crise pose question, une réponse immédiate trop vite va recouvrir la question, et on recommence comme en 40, et on retombe dans la chronicité. L'important, c'est donc de faire agir la crise dans le sens d'un discernement, de la possibilité de construire du sens, de l'action, de nouveaux projets, de nouvelles décisions, un éclairage différent sur les projets que l'on va poursuivre. En fait, ce qui est intéressant dans la crise, c'est qu'elle peut devenir féconde en se répétant, en traversant. Il faut traverser la crise. Parvenir à traverser une crise, c'est déjà quelque chose. Et surtout, parfois, agir, soigner en différant la crise. En la différant souvent, on va aider les personnes qui sont prises dans cette crise à trouver du sens. Parlons maintenant des malades difficiles, ce qui était l'objet premier du cours. Les malades difficiles en psychiatrie, c'est quelque chose qui pose d'abord un problème de société. Au fond, les malades difficiles en psychiatrie, on en parle autant dans les journaux que dans les services de psychiatrie. Et c'est aussi un problème pour la société dans le sens où il en va, au travers des malades difficiles, comme question, il en va du contrôle de la violence, du contrôle. Nous vivons une société qui est quand même, en grande partie, fondée sur le contrôle, et l'invention du malade difficile fait partie de cette conception du contrôle, de la sécurité, quelque chose qui pose un problème au niveau médico-légal, parce qu'il pose aussi un problème peut-être dans la structure de la société elle-même. Notre structure qui est très normalisée, notre société qui est très normalisante, a besoin du MD, de malades difficiles, pour que l'on puisse penser que la violence, c'est dans les autres, et pas en nous. Et les UMD sont au fond une forme médico-légale, acceptée, normative, d'emprisonnement. Est reconnu comme difficile finalement le malade qui a eu une violence qui était mal contenue dans un centre hospitalier spécialisé, un hôpital classique, etc. Et les malades difficiles sont ceux qui posent problème par leur violence ou par leur refus du système classique ou par la façon dont ils le mettent en échec. Et pourtant, elles soignent.
Le plus étonnant, c'est que ces unités pour maladies difficiles soignent, c'est ce que les patients souvent disent, quoi, comment. C'est pas tellement la maladie qui soigne, ni les symptômes qui s'atténuent en général, peut-être un petit peu plus la violence. En fait, les UMD apportent, par leur structure très routinière, très normalisante, mais aussi ouverte vers un extérieur qui est à l'intérieur de ces prisons qu'elles sont, vers des relations qui sont quand même souvent plus fréquemment entretenues dans les UMD que dans les services de chronique habituels. Ces relations qui sont imposées aux patients au travers de conduites routinières, mais aussi de conduites créatives, de liens sociaux, une psychothérapie institutionnelle qui s'exerce parfois en UMD plus que dans les services de psychiatrie classique, eh bien, ces UMD, elles soignent. Et quand les patients reviennent d'UMD après avoir agressé un soignant, etc., c'est l'une des raisons majeures du fait d'être envoyé en UMD. L'autre raison, c'est souvent le drame, tous les drames qui font la une de l'actualité. Eh bien, ces UMD, il faut reconnaître qu'elles soignent, et c'est quand même l'une des choses les plus paradoxales. Les malades difficiles, on va essayer de comprendre pourquoi les UMD peuvent soigner. Les malades difficiles, ils ont souvent un parcours biographique difficile. Souvent un parcours qui est fait d'abandon et d'échecs répétés. Et en UMD, souvent, on prend en compte cette expérience de l'abandon. On essaie de comprendre d'où naissent les échecs au niveau relationnel. On crée des relations. En UMD aussi, quand on est malade difficile, on rencontre parfois des gens qu'on a déjà connus à l'HP et qui ont un parcours à peu près comparable. C'est très étonnant dans une ville misérable comme Marseille. Cette situation se répète et des patients qui se sont déjà connus dans des institutions de l'ASE, des institutions de l'enfance où on les a déjà casés pour des abandons, des carences parentales, des troubles des conduites, ainsi de suite. Ils se retrouvent à l'âge adulte, à l'adolescence, à 18 ans, largués tout seuls dans une société qui ne leur laisse aucune place. Ils sont à nouveau abandonnés, en échec, et ce sont ceux-là souvent qui vont faire ce qu'on appelle les malades difficiles. Et la psychiatrie contemporaine va associer des comorbidités, des troubles de la personnalité, des psychoses, des addictions, des carences, ils cumulent d'une certaine manière, sans tenir compte du fait que si on pense ça qu'en termes de comorbidité, on manque quelque chose, même si ça permet de soigner un petit peu de façon spécifique chaque problème, on manque quelque chose, c'est que c'est une question quand même d'histoire, c'est l'histoire de ces personnes qui est problématique, et on retrouve au centre de la biographie de ces personnes souvent un trouble de l'attachement, un besoin d'appartenance, quelque chose qui déjà existait aussi au niveau de la famille, des parents. Il y a une précarité existentielle qui est à l'origine d'une espèce de vide intérieur que ces gens baladent toute leur vie, malheureusement une détresse originaire, et ce n'est que lorsqu'ils rencontrent souvent des groupes ou des personnes qui sont capables de répondre à ce premier rejet, il y a une possibilité d'amélioration et de reprise. Parce que de quoi souffrent au fond ces personnes qui sont rejetées, de quoi souffrent les personnes rejetées en général? Bien, dans notre société, ils souffrent de diagnostics qui sont comme des injures. On vous traite de psychopathe, de sociopathe, de pervers. Des diagnostics qui au fond n'existent pas. Il n'y a aucune preuve objective que quelque chose comme les pervers, les psychopathes ou les sociopathes existent. Ils ne se définissent en tant que trait de personnalité que par leur parcours sociétal. C'est la société qui les définit comme ça. C'est des histoires de représentation. Par ailleurs, ces personnes rejetées souffrent, au fond, très clairement, d'un défaut de reconnaissance mutuelle. C'est souvent leur argumentation d'ailleurs. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont méprisés. Face à eux, on est indifférent. Ils sont eux-mêmes indifférents à certaines choses. Ils ont honte. Il n'y a que des problèmes de reconnaissance mutuelle et de transformation de valeurs négatives en valeurs positives. Donc il va falloir les soigner en prenant en compte ces questions des valeurs, cette question de la reconnaissance. Les soigner par l'inclusion, essayer de ne pas reproduire le déni d'existence qu'ils ont déjà subi. Tous ces diagnostics qu'on leur colle, c'est un déni d'existence en tant que personne singulière.
Il va falloir aussi qu'on soigne la peur. Tout exclu a peur de l'abandon et a peur aussi de connaître à nouveau cette propre peur qu'il a connue, cette détresse qu'il a connue très souvent enfant. Ce qui est parfois le cas de certains psychiatres. Les psychiatres difficiles existent aussi. Il y a des psychiatres malades d'abord. La psychiatrie, c'est un métier difficile. Les soignants ne sont pas à l'abri de la violence. Les soignants parlent peu de leur propre peur. Et donc les psychiatres ont beaucoup de mal à reconnaître devant les autres, devant leur père ou devant leurs propres patients, qu'ils ont pu être malades, ou que la maladie, ils la connaissent de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est important. Alors pourquoi ils ont des difficultés à faire ça? Je pense que les psychiatres, c'est un peu comme les travailleurs du bâtiment. Ils ont une idéologie de métier. Ils disent, moi ça me fait même pas peur. Alors ils montent en haut de la grue et ils mettent pas le casque. Et là, c'est pareil. Ils sont tout le temps confrontés à des situations très folles et ils affirment, mais moi, je crains rien, je suis pas fou. Et en faisant ça, il manque certainement la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans le soin, savoir qu'on peut soigner et être soigné à la fois, et que c'est une chance à ne pas manquer d'avoir perçu que l'on pouvait comprendre de l'intérieur ce que c'était que la souffrance morale. Pourquoi? Parce que le soignant se soigne en soignant. Et c'est quelque chose qu'il vous faut certainement réfléchir très tôt, parce que ça nous aide. Alors, s'il y a des psychiatres malades, il y a donc forcément des psychiatres difficiles. Et je vais vous dire une évidence, en tant qu'interne, vous l'avez certainement déjà vécu. Le plus dur, dans notre métier, c'est les collègues. Ils sont difficiles à satisfaire, ils sont difficiles à vivre. Parfois, ils sont trop consciencieux, ils sont pénibles. Parfois, ils ne sont pas assez consciencieux et ils ne vous aident pas pendant les gardes, ils ne vous aident pas quand vous êtes malade, ils ne vous aident pas quand vous... etc. Et parfois, ils sont difficiles parce qu'ils regardent ce que vous faites et ils le critiquent, etc. On a tous connu ça, les difficultés avec le collègue. Et on a tous oublié qu'on était nous-mêmes le collègue de l'autre et qu'on était peut-être aussi nous-mêmes parfois difficiles. Et je crois qu'il est important de nous rappeler à tous que la violence au travail existe aussi dans notre métier, que nous l'exerçons les uns sur les autres, qu'elle est faite de meurtres symboliques, comme l'indifférence par exemple, et que les personnes qui se plaignent souvent de harcèlement, ce sont des personnes qui ont d'abord ressenti leur malaise comme provenant de l'indifférence des autres. La difficulté dans notre métier, c'est qu'on est souvent des gens indifférents. Parfois, on peut se demander si on n'a pas choisi ce métier aussi, parce que ça nous permettait d'être normalement indifférent, de ne pas répondre, par exemple, quand on nous parle, ou de ne pas trop poser de questions, ou trop donner de réponses, pas trop donner de conseils, de pas trop intervenir. En fait, le métier de psychiatre, c'est le métier idéal pour les timides, les personnes un peu agressives qui ne se l'avouent pas, etc. Il y a des psychiatres difficiles, c'est une évidence, et ce qui est sûr, c'est que j'en suis peut-être un, évidemment. Même je suis certaine d'avoir été parfois difficile avec des collègues, je le sais. C'est aussi une question d'identité de rôle et d'identité personnelle. Au fond, c'est un équilibre difficile à maintenir pour les soignants et pour les soignés à la fois. À la fois, il faut être quelqu'un, être capable de répondre en tant que personne, et en même temps être quelqu'un qui joue son rôle, qui joue bien son rôle. Et comme je l'ai dit en introduction, la capacité à être consciencieux est inégalement répartie entre les hommes, ce qui crée des problèmes institutionnels dans toutes les équipes, au niveau de tous les soignants. Et l'une des premières choses qu'il faut essayer de comprendre dans les groupes de soignants, c'est essayer de voir, au fond, de quelle manière on pourrait restaurer la capacité de comprendre que on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes exigences, on n'a pas tous la même conscience, et qu'on essaie difficilement d'être ensemble. Et c'est ce qui caractérise les situations difficiles en psychiatrie. Ce sont des moments où on ne parvient plus à être ensemble. Et malades et soignants sont alors difficiles ensemble. On sait tous que les périodes où les malades s'agitent, les moments où il y a de l'agitation dans une unité, surtout dans une unité fermée ou dans une unité un peu qui n'est pas vraiment ouverte, on va dire,
la tension monte et chacun fait du mal à l'autre en se montrant difficile parce qu'on se montre à ce moment-là en souffrance et on se retire, on se désengage, on essaie d'être indifférent. L'enfermement en soi, c'est une situation très difficile. Et ce qu'on ne comprend pas souvent dans la situation des UMD et des unités fermées, c'est que l'enfermement, la contrainte, les mesures légales, médico-légales, contraignent aussi l'institution, elles contraignent aussi les patients, elles contraignent les soignants. On est aussi lié par un SDRE, nous, psychiatres, parce que le patient, on ne peut pas l'éviter, et on ne peut pas éviter les problèmes qu'il nous pose, que le patient lui-même qui ne peut pas nous éviter, parce que la levée de la mesure dépend de nous, par exemple. Plus généralement, tout cela agit sur un terrain de fond, parce que la souffrance des soignants et celle des patients entrent en résonance. Ça fait partie des choses qu'il va falloir interpréter. C'est ce à quoi ont toujours servi les groupes de supervision, les groupes BALIND, etc. Dernière chose, parmi les situations difficiles, ce qu'on a tous connu aussi, des familles, des enfants, des institutions difficiles, et c'est souvent là que malheureusement se passent des choses difficiles, des drames humains. Parmi les drames humains, il y a une question qui est rarement posée, c'est celle qui concerne la difficulté des études. Au fond, quand on réussit ses études, on est tellement content, une fois qu'on est formé, etc., qu'on pense qu'on a réussi des études qui étaient très difficiles, parce que c'est difficile d'y arriver, et que maintenant on est soulagé, et bon, à nous le monde de la pratique, puis la pratique, elle devient difficile, surtout quand on commence. Elle inquiète énormément. Souvent, les jeunes internes souffrent de leur situation. Ils se sentent très précaires, au fond. Et ils se plaignent de leur formation, parfois assez justement, parfois un peu, peut-être excessivement. Ça, c'est ce que nous pensons parfois. Ils se plaignent de leur formation parce qu'en fait, elle est très courte, forcément incomplète. On passe très vite, quand on est interne, de la petite enfance en phase de socle aux 3e ou 4e année, aux phases approfondies, et la suite est écourtée. Censément, en 3 ans ou 4 ans, on devrait savoir quelque chose une fois pour toutes, être capable d'exercer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça dépend un petit peu des personnes, ça dépend aussi de la formation qu'on a reçue, ça dépend des accidents biographiques, ça dépend de tas de choses. Des patients qu'on a rencontrés, parce que nos patients nous aident beaucoup à apprendre. Et donc cette formation, il faut la penser suffisamment bonne, un peu comme la mère de Winnicott, qui doit être suffisamment bonne pour que l'enfant se développe bien, et doit être suffisamment bonne pour pouvoir continuer à exercer. Cette précarité de l'interne, elle se manifeste parfois chez vous. Certains arrêtent, d'autres font des droits au remords. Et ça nous pose question, bien entendu. La formation de l'interne, elle dépend de la qualité d'au moins une relation établie sur le terrain de stage. Un terrain de stage où les personnes censées vous former ne sont pas là. Lorsque l'on entend vous enseigner la clinique sans être soi-même clinicien et là pour vous former, c'est un terrain déjà un petit peu miné. Il faut que l'on trouve des personnes sur le terrain pour nous former. Et ces personnes, il faut bien reconnaître que c'est parfois des psychiatres, parfois d'autres internes, de jeunes seniors comme les chefs de clinique, mais c'est aussi les infirmiers, les équipes, les psychologues et les patients eux-mêmes. Et c'est parfois une sorte d'abîme que l'on découvre entre cette espèce d'énormes égaux qu'il y a chez nous, médecins, et puis cette distance avec la peur, la précarité de la personne, la précarité du sujet. C'est difficile, au fond, souvent, à un certain moment de notre formation, de rester fort avec le sentiment qu'on est un sujet assez solide, capable de penser les choses, capable de continuer à envisager le cours de sa biographie sans trop de doute. Et c'est vrai aussi que notre métier là, a une spécificité, peut-être. La psychiatrie, c'est une sorte d'école de la liberté. En psychiatrie, on apprend essentiellement à être libre. Certains internes que les formateurs peuvent trouver difficiles sont en fait des internes qui ont une fonction critique ou qui sont capables de se poser des questions, parfois un peu trop tôt. Il y a aussi des internes difficiles par leur
manquent de conscience, comme il y a des médecins qui manquent de conscience, mais ceux-là sont très rares, au fond. Un autre problème, c'est l'interne docile, l'étudiant docile. C'est pas bien d'être docile quand on est psychiatre. C'est pas une bonne chose. C'est pas en étant docile que l'on apprend beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas en étant docile qu'on est un bon patient non plus. Les patients dociles sont des bons médecins, des bons patients, pardon, pour les médecins qui ont envie de ne pas avoir de problème parce qu'ils prennent leur traitement, etc. Mais ces patients dociles n'arrivent jamais à acquérir l'autonomie qui devrait être la leur et qui leur permettrait de construire un projet personnel. Il y a donc un équilibre dans cette école de la liberté entre la difficulté de ceux qui se révoltent peut-être un peu trop et la fausse facilité de ceux qui sont dociles et qui n'avancent pas. Et bien entendu, la difficulté n'est pas l'apanage de l'interne. Il y a des professeurs difficiles. Ces professeurs difficiles, vous les avez rencontrés. Je dois en être un moi aussi. Ben, moi aussi, je dis tout le temps moi je. Et moi j'ai fait comme ça, et moi je vous propose de faire comme ceci, et moi je crois que l'enseignement il doit être fait comme ça, et ainsi de suite. Moi je sais qui vous êtes, etc. En fait, ils parlent trop d'eux-mêmes, les enseignants. Ils parlent souvent trop d'eux-mêmes, vous l'avez supporté, tout cela. L'ego de l'enseignant est envahissant, et ce n'est pas une bonne chose, parce que ces enseignants, vous en avez fait l'expérience, sont sous l'emprise de querelles idéologiques, et souvent, au travers de ces querelles, ils défendent leur propre ego. Et cela, vous en êtes fatigué. Et cette fatigue nous pose problème, parce que vous serez tenté de la reproduire. Ces enseignants difficiles que nous sommes, nous les avons supportés lorsque nous étions internes. Et cette répétition dans l'enseignement pose un très très gros problème. C'est peut-être le problème de l'université. C'est peut-être quelque chose qui devrait conduire à changer l'enseignement, mais bon, le fait est que c'est comme ça, et qu'il faut essayer de voir quel sens ça a. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que la satisfaction est le but? Est-ce que la satisfaction du projet de l'interne est le but? Est-ce que la satisfaction du projet du professeur est le but? Est-ce que la satisfaction du professeur est le but? Des questions comme l'étudiant difficile, l'étudiant trop docile, le patient difficile, le patient trop docile, se posent essentiellement parce qu'il y a l'idée d'une quête de reconnaissance qui est chez tous les hommes, qui est chez nous tous. Et cette quête de reconnaissance nous amène parfois à croire qu'en satisfaisant l'autre, on aidera peut-être à obtenir quelque chose, mais on se construira nous-mêmes. On sera reconnu d'une certaine manière, on sera gentil par exemple. Or, le projet professionnel, c'est un projet singulier. Le but n'est pas de satisfaire la personne qui obtiendrait tout cru son projet singulier. Le but est de l'aider à devenir ce projet singulier. C'est de l'aider à être, c'est pas de l'aider à faire comme nous. Ce qui suppose donc de se confronter aussi mutuellement à des règles et à des régimes de fonctionnement communs que l'on peut construire ensemble, mais qui sont souvent établis et assez banals, et à la possibilité de dégager notre projet singulier de ces règles communes. Un autre problème qui se dégage de ceci, c'est le choix du mode d'exercice. Comment voulez-vous, en tant qu'interne, à votre âge, à 23 ans, 24 ans, être sûr que la distinction public-privé peut avoir un sens pour vous? Peut-être que vous avez déjà un projet très formé et très certain, très évident. C'est très possible. Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont pas. Et il nous faut l'accepter. Il nous faut peut-être vous aider à faire toutes les expériences possibles pour que vous puissiez choisir. Mais il faut aussi, sans doute, que nous vous permettions de progresser dans la compréhension de ce système. Par exemple, le choix de l'établissement, la manière dont on exerce, ça dépend essentiellement d'un intérêt personnel pour le fait de faire une entreprise collective, de participer à quelque chose de collectif, ou bien de continuer à s'approfondir dans la solitude. Il y a certaines personnes parmi vous qui sont conscientes du fait que finalement on est toujours seul, et que, in fine, on va mourir, et puis on sera seul quand on mourra. Et effectivement, il faut peut-être accepter cette idée pour pouvoir avancer dans la vie. Et puis il y en a d'autres qui ont conscience que si on n'est pas avec les autres, on ne fait pas grand-chose de solide, qui a du sens, que donc privilégier le lien
dans l'entreprise collective, c'est quelque chose qu'ils aimeront faire et qu'ils auront envie d'approfondir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dont on n'est peut-être pas conscient quand on a 23 ou 24 ans, c'est que le mode d'exercice, c'est un enfermement. Ça peut devenir un enfermement. Et on s'enferme dans son exercice privé ou professionnel, ou public, ou collectif, ou en clinique, ou dans un cabinet, ou de groupe, tout seul, etc. On s'enferme dans tous les cas. Et en fait, le fait de s'enfermer comme ça peut devenir une espèce de cauchemar, l'enterrement de première classe. Donc il faut que vous conserviez cette possibilité que l'on a quand même beaucoup plus souvent jeune, c'est celle de voyager, de changer, d'apprendre. Et il faut que vous sachiez que dans votre vie, vous pourrez peut-être plusieurs métiers, plusieurs réalités, plusieurs vies. Et pour finir, une petite parenthèse encore, au fond, je n'ai peut-être pas questionné assez la question de la vie trop facile. Il y a beaucoup d'idées reçues que l'on colle aux jeunes médecins, et entre autres, il y a celle-là. Au fond, la vie des internes, la vie des jeunes médecins est trop facile. Ça a un peu changé maintenant parce que vous avez fait savoir que votre vie était plutôt difficile, mais quand même, souvent, on pense que la vie des médecins est trop facile. On pense aussi du même coup que les jeunes ne s'engagent plus, que les psychiatres sont indifférents, que les psychiatres sont fous, que les malades pensent qu'ils ne sont pas malades, que les psychiatres pensent qu'ils ne sont pas malades. Toutes ces idées reçues, vous savez bien qu'elles existent, sont des représentations sociales, et au fond, elles nous permettent tous de fonctionner un peu en les internalisant, en les prenant à l'intérieur de nous-mêmes, pour devenir nous-mêmes, et elles sont utiles à la mauvaise foi de la vie quotidienne, mais elles génèrent stigmatisation, auto-stigmatisation. Vous savez aussi, vous l'apprendrez très vite, que l'auto-stigmatisation pour les patients est quelque chose qui complique vraiment le rétablissement, que l'un des premiers travaux que l'on doit faire quand on aide les personnes à se rétablir, c'est leur montrer qu'elles s'auto-stigmatisent et qu'il faut arrêter de s'auto-stigmatiser, qu'il faut croire en soi-même, qu'il faut croire en ses capacités, ses compétences, etc. Ces représentations sociales, donc, elles compliquent l'exercice de la psychiatrie. Il faut les expliciter, les suspendre, les discuter, les mettre en doute. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'elles font partie de notre travail, que souvent on travaille avec ces clichés. Au fond, les expliciter, les discuter, les suspendre, c'est aussi un travail qu'on fait avec ces représentations, et ça fait partie certainement de notre travail de psychothérapie. Merci.